Histoire, folklore et légende. Allemand. Note préfatoire. Il est proposé que ce soit le premier d'une série de petits volumes dans lesquels seront présentées sous une forme pratique des sélections du folklore et des légendes de divers pays. On a dit à juste titre que « l'histoire légendaire d'une nation est le récit des éléments qui ont formé le caractère de cette nation. Elle contient les premières tentatives grossières pour expliquer les phénomènes naturels, les traditions de son histoire ancienne et les principes moraux populaires. Adoptés comme règles de récompense et de punition, et généralement, les légendes d'un peuple peuvent être considérées comme incarnant les habitudes de pensée populaire et les motivations d'action populaire. Les légendes suivantes sur l'Allemagne ne peuvent, à notre avis, manquer d'intéresser ceux qui les lisent. Certaines histoires sont empreintes d'une charmante simplicité de pensée qui ne peut que susciter l'admiration. D'autres ont un caractère étrange et fantastique, adapté à un pays aux caractéristiques naturelles romantiques, avec de larges rivières, des montagnes et une forêt profonde. Le comique, le pathétique, le terrible trouvent tout leur place dans les contes populaires allemands, et il serait difficile de sortir de leur lecture sans avoir reçu à la fois de l'amusement et de l'instruction. La leçon générale qu'ils véhiculent est la punition sûre du vice et la récompense de la vertu. D'une manière ou d'une autre, le méchant rencontre toujours son désert. Dans les prochains volumes, nous traiterons des légendes d'autres pays, en espérant que le public nous accompagnera dans nos excursions. Introduction. La valeur des histoires et légendes nationales est devenue ces dernières années très largement reconnue. Le folklore a récemment fait l'objet d'une grande attention, et la réflexion et le travail consacrés à ce sujet ont été récompensés par des résultats qui prouvent que ces chercheurs ne se sont pas lancés dans un domaine infructueux, même si longtemps négligé. Ce livre, ainsi que ses successeurs dans la série qu'il est proposé de publier, pourrait tomber entre les mains de certains qui, n'ayant que peu d'occasion de réfléchir à la manière dont les légendes et les contes qu'il contient peuvent avoir la valeur que nous revendiquons pour eux, peuvent soyez heureux que les arguments en faveur des légendes et des histoires nationales leur soient présentés en quelques mots. Le conte du paysan, l'histoire conservée à travers les siècles sur les lèvres des vieilles femmes, le récit qui nous est parvenu après avoir servi de source d'amusement au coin du feu des générations précédentes, peut sembler à certains un léger sujet de réflexion. Et peut même paraître si grotesque dans ses incidents qu'il n'est propre qu'à exciter un sourire d'émerveillement devant la simplicité de ceux parmi lesquels de telles histoires pouvaient être reçues, et une surprise devant l'imagination fantastique dans laquelle de telles histoires pouvaient trouver leur origine. Cependant, la pensée moderne s'est demandé quelle était la signification de ces histoires, et elle a fait beaucoup pour y répondre. C'est du moins ce qu'elle a fait. Elle a découvert que ces légendes et ces contes, que tant de gens ont été enclins à rejeter comme étant sans valeur, sont d'une valeur singulière, car ils jettent une lumière que peu d'autres peuvent apporter sur l'esprit des primitifs hommes. Au début, la collecte d'histoire nationale avait pour seul but de divertir. Les contes populaires étaient divertissants, c'est pourquoi ils ont trouvé leur place dans la presse écrite et ont été publiés comme de curieux objets littéraires destinés à fournir une diversion pendant une heure vacante. Beaucoup de contes sont très beaux, et leur simple valeur littéraire suffisait pour les faire rechercher. Mais on s'aperçut bientôt que le savoir légendaire possédait bien plus de valeur que ce que l'on pouvait attacher à ses caractéristiques simplement amusantes. Il était évident que dans ces légendes étaient conservés des fragments des croyances des peuples anciens. La mythologie d'une période, remarquait Sir Walter Scott, semblerait se transformer en roman du siècle suivant, et cela en conte de jeunesse des âges suivants.
La fiction, a déclaré Sir John Malcolm, se résout dans ses éléments primitifs, comme, par l'action lente et incessante du vent et de la pluie, le granit solide s'effondre en sable. Les créations incarnées par la vive imagination de l'homme dans l'enfance de sa race s'incorporent dans sa foi chère et erronée. La sainteté est donnée à ces rêveries par l'autel de l'idole. Alors, peut-être, elles acquièrent une vérité trompeuse du génie du barde. Mêlé au héros mortel, l'aspect du dieu regarde à travers la visière du casque, ou ajoute une sainte dignité à la couronne royale. La poésie emprunte ses ornements aux leçons des prêtres. L'ancien dieu de la force des Teutons, trônant sur son char des étoiles, le Northern Vin, a investi l'empereur des Francs et les paladins qui l'entouraient d'une puissance surhumaine. Et la même constellation, dardant ses rayons sur la tête d'Arthur disparu depuis longtemps, a donné au monarque des Bretons la vénération qui autrefois appartenait au fils de Œsri ben Dragon, Zunder, le chef suprême, et Égir, la puissance génératrice. Le temps passe, la foi diminue, les troupeaux sont amenés à paître dans le cercle rocheux des géants, même les os des guerriers se transforment en poussière, le laïc n'est plus entendu, et la fable, réduite à nouveau à sa simplicité et à sa nudité originelle, devient la source de passe-temps approprié pour le paysan non instruit et l'enfant qui écoute. C'est pourquoi nous pouvons encore retrouver une grande proportion de traditions mystiques et romantiques dans les contes qui égayent le coin du feu de la maison ou, siècle après siècle, apaisent l'enfant dans son sommeil. Les ouvrages des frères Grimm, la parution du Kinder und das Märchen, en 1812, et de la Deutsche Mythologie, en 1835, jettent un jour nouveau sur l'importance des contes nationaux et réveillent l'esprit de comparaison scientifique qui a toujours cours. A rendu l'étude du folklore productive de résultats si précieux. En ce qui concerne la diffusion des récits nationaux, il est remarquable de constater que des récits sensiblement identiques fleurissent dans les pays les plus éloignés les uns des autres, ce qui a donné naissance à plusieurs théories explicatives dont aucune ne semble parfaitement satisfaisante. La découverte philologique de l'unité originelle de toutes les races aryennes peut expliquer la possession par les peuples aryens d'histoires similaires. Il s'agit, peut-être, comme le suggère Sir George Cox, d'un héritage commun de contes qui était courant à l'époque où les Aryens vivaient encore comme un seul peuple. Nous constatons cependant que ces contes sont également courants parmi les personnes que, en acceptant cette théorie, nous devrions le moins nous attendre à trouver en possédant, et ainsi la large diffusion de ces histoires reste encore insuffisamment expliquée. L'identité de l'imaginaire, l'héritage, la transmission ont peut être chacun joué leur rôle. Quant à l'origine de ces contes, de nombreux débats ont eu lieu. Il ressort clairement de la nature des incidents de beaucoup d'entre eux qu'ils ne peuvent provenir que d'un état humain des plus primitifs. Les premiers hommes, dit Sir George Cox, avaient la vie, et par conséquent toutes choses doivent aussi avoir la vie. Le soleil, la lune, les étoiles, la terre sur laquelle ils marchaient, les nuages, les tempêtes, les éclairs étaient tous des êtres vivants. Pouvaient-ils s'empêcher de penser que, comme lui, ils étaient tous des êtres conscients également? Telle fut, selon cette autorité, l'origine des mythes primaires, secondaires et tertiaires, nés au cours du temps de la méconnaissance progressive des expressions appliquées par l'homme primitif aux objets personnifiés. Selon le professeur Max Müller, l'animisme, ou le fait d'investir toute chose dans la vie, ne naît pas en premier lieu de la pensée de l'homme,
mais du langage dans lequel il l'habille. L'homme, dit-il, s'est retrouvé à parler de toutes choses avec des mots ayant une terminaison expressive du genre, et cela a naturellement produit dans l'esprit l'idée correspondante du sexe. Il en est ainsi venu à investir tous les objets de quelque chose de caractère individuel, actif, sexuel et enfin personnel. Aussi difficile qu'il puisse être de découvrir la raison de l'origine de la tendance à l'animisme, le fait est certain que cette tendance existe généralement chez les peuples sauvages, et il semblerait que nous devons accepter les histoires nationales qui nous sont parvenues. À nous incarnant cette tendance dans des incidents grotesques comme des reliques transmises des jours sauvages des gens dont les contes sont originaires, comme l'expression de partie de leurs pensées alors qu'ils n'avaient encore atteint qu'un degré de civilisation tel qu'il existe parmi les sauvages du présent. Aussi étranges et grotesques que soient certaines histoires nationales, elles peuvent être considérées comme incarnant des fragments de certaines des croyances les plus primitives de l'homme, et en reconnaissant cela, il sera impossible de rejeter le conte populaire comme étant indigne d'un examen attentif, ni de le considérer comme inapte à nous offrir, s'il est étudié correctement, bien plus que le simple amusement que l'on peut tirer de son incident pittoresque. Et intrigue grotesque. CJT. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.